Bon, pour rien vous cacher, je suis un peu déçu. Pour cette vidéo, j'aurais bien voulu faire une nouvelle version de mon avatar en mode Panderverse, mais je suis pas un assez bon designer pour pouvoir recréer mon perso en femme et avec une autre ethnie. Bon, tu sais, ça peut se faire, c'est plus facile en live. Suffit que j'aille mettre une perruque et que je me barbouille un peu de maquillage et... Non, surtout pas. Les plans facecam, c'est sympa, mais je pense que pour le coup, vaut mieux qu'on s'en tienne au bon vieil avatar. Ouais, comme tu veux, je trouvais ça original. En tout cas, si tu changes d'avis, ouais, peut-être une prochaine fois. Bref, aujourd'hui on va parler de multivers, de bricoleurs et de Disney, et accrochez-vous parce que ça part un peu dans tous les sens. Allez, salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on parle du 5ème event sorti sur Paramount+, j'ai nommé Joining the Panderverse. L'épisode commence avec un rêve, ou plutôt un cauchemar, de Cartman dans lequel lui et tous les autres enfants se sont fait remplacer par des femmes issues de minorités qui se plaignent du patriarcat. En réalité, il est surtout effrayé par les exécutifs de Disney, en particulier Kathleen Kennedy, une productrice américaine notamment connue pour avoir été nommée présidente de Lucasfilm suite au rachat de la société par Disney, ce qui lui vaut sur internet la réputation d'avoir ruiné la franchise Star Wars, notamment en la rendant plus woke. Eric raconte donc ses cauchemars à son psy qui le rassure sur l'avenir en l'invitant à bien travailler à l'école et en lui disant qu'il est bel et bien le seul à toujours être en contrôle de son futur. Ouais, vu la fin des post-Covid, j'ai envie de dire qu'il est pas tant en contrôle que ça. À l'école, c'est une toute autre histoire qui passionne les foules. Clyde avait l'intention de péter sur une certaine Tammy Mullins en sport, mais Kenny, qui semble attiré par Tammy, a tout fait foirer en la prévenant. En tout cas, Eric lui n'en a rien à faire et débarque plutôt en panique pour prévenir ses amis de ses visions d'un autre univers, ce que Kyle préfère ignorer en rétorquant que les multivers ne sont que des excuses stupides pour scénaristes fainéants. Sauf que, force est de constater qu'il avait sous-estimé les scénaristes, puisque Cartman se retrouve en effet dans un genre de bulle qui l'envoie dans le monde de ses cauchemars, l'univers 216B. Dans cet univers-là, Cartman, qui est donc une femme noire, rêve elle aussi d'un autre univers, en l'occurrence celui où elle est un petit garçon blanc en surpoids, c'est-à-dire celui que l'on connaît bien. Elle non plus, on ne la croit pas, et c'est donc là qu'elle échange sa place avec son alter ego. Lorsque Cartman 216B arrive dans cet autre univers, elle tombe donc sur les trois garçons qui ne sont pas décidés à l'aider, puisque Kyle est sûr que c'est encore un plan foireux d'Eric. Mais bon, au final, le principal leur dit qu'il les collera en retenue s'il voit comme un problème le fait que Cartman soit maintenant une femme noire, ce qui veut donc dire que Kyle, Stan et Kenny vont donc devoir aider la voyageuse interdimensionnelle. Elle leur indique avoir une idée pour résoudre cette situation, mais pour ça, ils vont avoir besoin de mettre la main sur un ordinateur surpuissant. Pendant ce temps-là, Randy à la porte de son four cassé, et il en a marre que les gens soient devenus des incapables depuis que les IA peuvent tout faire à leur place. Donc il fait une démonstration concrète à ses enfants, en appelant un technicien pour qu'il puisse s'occuper de la réparation à sa place. Sauf que comme tout le monde est incompétent, l'homme à tout faire est ultra demandé, et comme il croule sous l'argent des clients, il n'a que faire de réparer la porte de Randy maintenant, et préfère plutôt se rendre chez un client plus offrant. Du coup Randy demande à Siri, mais évidemment même quand on lui explique tout, il est trop fainéant pour le faire lui-même, et se met donc en tête de se rendre au Home Depot, endroit où il pourra trouver des travailleurs manuels vendant leurs services pour quelques dollars. Sauf qu'évidemment, maintenant les seuls à vendre leurs services ne sont plus les Mexicains, mais bien ceux bossant dans des professions intellectuelles, vu que tous les ouvriers sont devenus bien trop riches et occupés pour s'abaisser à ça. Randy rejoint donc Stephen, Gerald, Steve, Benny le banquier de Margaritaville et même le reporter Bill Keegan, qui s'appelle apparemment maintenant Chris Martins, et tous ensemble ils prennent conscience que s'ils en sont là, c'est à cause de cette arnaque qu'est l'université. Ils décident donc de se retourner contre elle, mais bon, je vais globalement skipper ça puisque ça n'amène concrètement à rien. De son côté, le bricoleur de Randy est devenu encore plus riche, tellement qu'il ne se préoccupe même plus de réparer des trucs. Au lieu de ça, il préfère se chamailler avec un concurrent lui aussi milliardaire, à coup d'achats de réseaux sociaux, de conquête spatiale et de call-out en MMA. À côté de ça chez Disney, les exécutifs comprennent qu'un truc cloche. En effet, ils se rendent compte que Kathleen Kennedy semble avoir changé par rapport à qui elle était avant. La nouvelle Kathleen est physiquement très ressemblante à Cartman, et même humainement, c'est une femme colérique qui ne pense qu'à une seule chose, ajouter des femmes et rendre gay tout et n'importe quoi. Grâce à un système d'IA vachement avancé, ils ont la confirmation que c'est en effet une personne différente, et on nous dit alors qu'elle vient même peut-être carrément d'un autre monde, le Panderverse. Bon, avant de continuer, vu qu'au moment où j'écris Céline, la VF n'est pas encore sortie, je vais m'attarder un peu pour expliquer l'expression Panderverse. Évidemment, dans cette idée, il y a la notion de multivers que vous connaissez tous, mais ce qui peut être plus délicat, c'est le terme pandering. To pander, ça veut dire satisfaire, donner à quelqu'un ce qu'il veut avec une certaine complaisance. Donc en quelque sorte, se plier aux exigences de quelqu'un. Dans ce mot, il peut y avoir une certaine idée de flatterie, dans le sens où on utilise une faiblesse d'autrui pour manipuler ses faveurs. En l'occurrence, Disney a juste passé son temps à régurgiter en boucle le même film encore et encore, en donnant aux gens ce qu'ils attendaient sans prendre le moindre risque créatif.
un point tel qu'ils ont fini par ouvrir un portail vers le Panderverse, un monde consensuel où les idées originales n'ont pas leur place. C'est en soit pas super facile à traduire, et même là en m'expliquant j'ai du mal à être clair, mais je fais comme toujours confiance à William Corrin pour adapter ça en VF convenablement. Puis bien sûr il y a aussi l'idée d'inclusivité qui est importante, ce qui a notamment donné la traduction des sous-titres sur Paramount+, Incluverse et Pierre d'inclusion. Une traduction qui fonctionne donc très bien pour comprendre cet event, et ça m'étonnerait même pas que ce soit également la traduction de la VF. En tout cas Bob Iger et les autres exécutifs de Disney ne savent que très peu de choses sur le Panderverse, à part qu'à force de jouer avec la Panderstone, les univers vont s'effondrer. Allez savoir pourquoi. Ils apprennent alors que la Kathleen Kennedy Cartman a pour équivalent dans cet univers Cartman, jusque-là rien de bien surprenant, et ils rejoignent donc Randy et sa bande pour tenter de le retrouver. Cela permet donc au groupe de protestataires de trouver un nouveau bouc émissaire sur lequel ils peuvent rejeter la faute pour tous leurs problèmes, Kathleen Kennedy. Ah ouais, c'est con. Puis le moment où Randy commençait à comprendre que c'était leur faute à eux et à personne d'autre. On est encore une fois pas loin de l'épiphanie. Grâce à la carte bleue de Sheila, Miss Cartman a enfin l'ordinateur et la connexion qu'il lui fallait pour mettre à exécution le grand plan qu'elle avait en tête. Jouer à Baldur's Gate. Sauf que c'est à ce moment que Randy et Bob Iger arrivent dans la chambre, et puis comme de toute façon les sauvegardes ne traversent pas les univers, autant essayer de résoudre toutes ces intrigues. Tout le monde se rend donc dans la cuisine de Tegridy Farm où la porte du four fait maintenant office de portail vers le multivers, puisqu'évidemment les seules conditions pour nourrir un, c'est d'être dans un lieu avec de l'intégrité et une porte cassée. C'est donc parti pour un petit voyage dans le multivers, où il va falloir que d'ici à ce qu'il trouve le bon chemin, Randy ne sombre pas dans la folie que lui procure toute cette infinité de combinaisons de vêtements aléatoires. De son côté, le Eric qu'on connaît est littéralement piégé en enfer. Dans cet univers inclusif, tout le monde a bien évidemment changé, même les autorités, qui, changement d'univers oblige, sont des minorités, maintenant passées de l'autre côté du racisme. Après s'être enfui du poste en apprenant qu'une certaine Kathleen Kennedy le poursuivait, Cartman va comme d'habitude chercher de l'aide chez Butters, et c'est pas parce qu'on est dans un autre univers que ça se passera différemment. Butters est puni dans sa chambre et il croit tout ce qu'on lui dit, puis son père arrive et Eric se cache, un scénario classique qu'on connaît maintenant par cœur. Sauf que là, Stephen a un peu changé, et il se fait même endormir par une Kathleen Kennedy qui semble plus normale que celle qu'on nous avait présentée précédemment. Cartman s'enfuit sans même prendre le temps de passer par la porte ouverte, et après une course-poursuite où l'on apprend que même le colonel Sanders s'est fait wokiser, Kathleen lui explique qu'ils sont tous les deux dans la même situation et qu'ils doivent s'entraider pour pouvoir s'en sortir. Ce qui nous emmène donc à l'explication de tout ce bordel, explication qui a lieu au City Walk. Ah non pardon, au City Walk, avec un E. Kathleen a permis l'arrivée de cette anomalie dans notre monde, puisque pour combattre les racistes qui lui envoyaient des lettres d'insultes par milliers, elle a utilisé la Panderstone pour refaire le même film en boucle sans que personne ne s'en rende compte, jusqu'à ce que la pierre devienne instable. En entendant ça, Eric se dit qu'il a peut-être été un peu trop excessif lui aussi, puisqu'il s'avère que c'est lui qui a en fait écrit toutes ces lettres d'insultes, entraînant donc la riposte de Kathleen. Ils sont donc mutuellement la cause du problème de l'autre, mais chacun finit par s'excuser, Cartman avouant notamment qu'il est tout aussi fainéant de passer son temps à se moquer de la culture woke. C'est après cette lueur de lucidité qu'un portail s'ouvre, et Randy arrive pour permettre à chacun de revenir dans son univers. Bon par contre, je sais pas à quoi servait la corde qui tenait Randy, puisqu'au final tout le monde se retrouve au centre-ville où un autre portail s'est ouvert, me demandez pas pourquoi. Kathleen Kennedy jure qu'à partir de maintenant, Disney ne tombera plus dans la fainéantise et se concentrera sur le contenu original, Eric a compris que s'attaquer à l'inclusivité comme il l'a fait était débile, et Randy a profité de son voyage interdimensionnel pour amener tout un tas de bricoleurs. Donc en clair, tout est bien qui finit bien. De son côté, Cartman 216B est bien rentrée chez elle en tuant Kenny au passage, et Kathleen Cartman a également retrouvé son univers, le 5429F, qui semble contenir beaucoup de références à Disney, mais qui est surtout un putain de cauchemar. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléfilm? Eh bah, c'est un très bon épisode, mais qui est quand même, je trouve, moins réussi que ce à quoi ces events nous avaient habitués. Là, ça sonne pour moi plus comme un épisode long que comme un film événement, et il y a en plus certaines lenteurs qui viennent un peu plomber le rythme du film, ou plutôt, qui l'empêchent de vraiment décoller comme il le voudrait. Bon déjà, pour aborder tout ça, commençons avec les personnages. J'en parle maintenant comme ça c'est fait, mais oui, je trouve vraiment top les nouvelles versions que l'on voit dans l'univers de 216B, en particulier le quatuor principal et Butters, pour lesquels je trouve que l'adaptation de leur design a été vraiment bien réussie. Bien sûr, Kenny est top, j'ai bien vu dans mes commentaires YouTube et TikTok que c'était évidemment elle la plus populaire, mais franchement, les autres sont également super marquantes. D'ailleurs, on voit beaucoup de personnages en version femme que vous n'avez probablement pas remarqué, donc c'est le moment de faire un petit listing. Évidemment, il y a Garrison, le sergent Yates et son partenaire Murphy, Stephen ou encore Jimbo et Ned, mais il y a aussi Gérald, Thomas, le père Maxi, Dr Mephisto, et même certains des enfants pour lesquels il est facile de spéculer, comme Jimmy,
Craig, Kevin, Wendy ou même Pete, le gothique à la mèche. D'ailleurs un détail qui m'a beaucoup fait rire dans tout ça, c'est lorsqu'on se rend compte que le détective Yates est le seul personnage à toujours avoir la même voix même lorsqu'il est une femme, ce qui est je trouve quelque chose qui lui va très bien puisque même lorsqu'il se faisait passer pour Yolanda, il ne changeait déjà pas sa voix. Après dans l'univers de 116B, on retrouve aussi une sosie noire de Yentl Cartman et en ce qui concerne Lukim, on voit sa tête à plusieurs endroits dans le City Walk, donc il semble que ce soit cette personne, et non pas la serveuse que l'on aperçoit rapidement avec l'uniforme du City Walk. Ou alors ils se sont trompés de visage à mettre sur l'enseigne, ce qui en vrai m'étonnerait pas tant que ça, surtout que les deux se ressemblent beaucoup. Après évidemment, de cet univers alternatif, on retient surtout Cartman, qui est vraiment superbement réussi. Elle est drôle et attachante tout en étant une vraie petite enflure, donc pour ça, tout est logique. Puis j'aimerais surtout souligner le jeu des actrices qui marche à la perfection, en particulier pour Janecia Adams-Ginyard qui joue Eric et Montana Jakubowicz qui interprète Butters, puisqu'elles ont vraiment réussi à saisir la façon de parler et le timing de leur personnage, ce qui rend alors le tout totalement crédible. En dehors d'Eric, il n'y a au final pas vraiment d'évolution en ce qui concerne les enfants, sauf pour Kenny, puisque même à travers les univers, l'épisode garde toujours cette petite intrigue secondaire sur Kenny qui semble avoir des sentiments pour cette fameuse Tammy Mullins. Je sais pas si ça donnera lieu à quelque chose dans la suite, mais en tout cas c'est marrant de remarquer que c'est la deuxième fois que Kenny s'intéresse à quelqu'un qui s'appelle Tammy. Pour ce qui est des adultes, j'ai trouvé sympa de revoir Cletus dans le rôle de l'homme à tout faire, puisque oui, ce personnage était déjà apparu en tant que protestant anti-Alexa dans le premier épisode de la saison 21, des Blancs qui rénovent des maisons. C'est d'ailleurs marrant de se rappeler que dans cet épisode, Randy avait une émission de rénovation, alors qu'il n'est maintenant même pas capable de réparer la porte de son four. Après c'est vrai qu'en y regardant bien, de son côté c'était plus de la destruction de murs que de la rénovation à proprement parler. En tout cas c'était marrant de voir l'évolution de Cletus de sa condition de plouc à milliardaire spatial, tout en reprenant les codes du film Barbie, à coups de gros manteaux de fourrure et puis de Barbie, littéralement. Mais bon, quitte à parler de Cletus, parlons de toute cette intrigue sur les IA et les travailleurs, qui ne m'a pas totalement convaincu sur certains points. Déjà, toute la satire de ce plot tourne autour d'une structure narrative à laquelle la série nous a déjà bien habitués, à savoir le fait d'inverser les rôles. Ici, c'est ceux qui ont fait des études qui sont jaloux de la façon dont les ouvriers millionnaires arrivent à se faire des montagnes d'argent, là où eux galèrent ne serait-ce qu'à trouver du travail. Randy et les autres prennent la place des ouvriers, les ouvriers prennent la place des milliardaires, classique inversion des rôles pour amener à réfléchir sur l'absurdité de la situation. L'idée est marrante, mais l'épisode n'en fait finalement pas grand chose, se contentant de poncer la blague sans trop de moments marquants, évoluant juste dans une parodie de Musk et Zuckerberg qui reste drôle, mais pas passionnante non plus. Oui, c'est pertinent dans le contexte de se moquer des priorités des milliardaires, mais faut dire aussi que la réalité est déjà presque plus absurde que ça. Ensuite, on a aussi bien sûr tout ce qui concerne Randy, et encore une fois, c'est du très classique. Ses travers le font tomber dans une obsession insensée dans laquelle il s'enfonce peu importe s'il a raison ou pas. On est ici parfaitement dans le cliché des épisodes de Randy. Dans Joining the Panderverse, il est obsédé par le fait de trouver un réparateur, mais à un point tel où le problème n'est même plus son four. Il pourrait le réparer lui-même avec les informations que lui a donné Siri, mais comme il est trop fainéant, il finit par aller jusqu'à protester contre l'université et même le capitalisme en général. Pour ça, je trouve que le running gag de Sharon qui lui demande de réparer le four marche vraiment bien, puisqu'il rend encore plus absurde le niveau d'effort que met Randy à trouver quelqu'un pour réparer sa porte au lieu d'apprendre à le faire lui-même. Cette intrigue revient d'ailleurs sur le sujet des IA qui avait déjà été abordé dans la saison 26, mais cette fois c'est vraiment frontalement pour parler des craintes liées aux pertes d'emploi, et non plus aux nouvelles possibilités qu'amènent les intelligences artificielles comme dans Deep Learning. D'ailleurs toute cette partie vient faire notamment référence aux récentes grèves des scénaristes de la Writers Guild of America qui s'inquiètent de leur avenir dans le milieu avec ces nouvelles technologies. On peut donc dire que le sujet est abordé, mais le message principal mis sur la table c'est surtout que les gens ne savent de nos jours plus rien faire d'eux-mêmes, et contrairement à la question de la disparition de certains types d'emplois au profit des IA pour laquelle il est dur d'apporter une réponse stricte, ici la cause est simple, encore et toujours, de la paresse. C'est notre faute si l'on s'est trop appuyé sur la technologie pour faire tout et n'importe quoi, mais comme d'habitude dans la série, la prise de conscience n'est que de courte durée. Donc au final c'est une histoire de Randy très classique sans trop de nouveautés, mais pour moi ce qui pêche avant tout, c'est le rythme. Je trouve que cette intrigue traîne pas mal en longueur, et entre les quelques bonnes blagues, on a certains passages qui sont si peu utiles que j'ai même pas pris le temps d'en parler dans mon résumé. En soi c'est donc une intrigue qui soulève des points très intéressants, mais qui dans l'exécution semble pas spécialement aboutie, dans le sens où on comprend très vite où ça va aller, et on n'est jamais vraiment surpris par la tournure des événements. Mais bon, c'est pas si grave, puisque cette histoire semble justement secondaire par rapport au vrai cœur de cet event, le multivers. En effet, Joining the Panderverse prend un malin plaisir à critiquer le concept de multivers et surtout sa surutilisation ces dernières années. C'est ici Kyle qui en parle clairement tout au long de l'event. Pour Parker et Stone, les multivers peuvent à la limite être intéressants juste pour un film, mais autrement, ça ressemble surtout à une solution de facilité pour scénaristes peu inspirés.
C'est symptomatique d'une écriture fainéante, et c'est donc là-dedans que le téléfilm saute à pieds joints en se contentant de sortir deux Cartman de leur univers respectif pour les échanger et broder une histoire autour de ça. Après, ça aurait été sympa d'avoir une référence à l'autre univers parallèle qu'on avait déjà vu dans la série, à savoir celui de Poissons Sanglants avec les versions maléfiques. C'est sûr que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, mais bon, rien que pour le gag des multivers qui ne s'avèrent n'être que des combinaisons de vêtements aléatoires, je me dis que c'est pas si grave. Mais plus que l'idée même de multivers, cet épisode tacle encore plus clairement la tendance d'Hollywood et surtout de Disney à changer l'ethnie ou le genre de personnage établi dans le seul but de faire de l'inclusivité vide de sens. C'est quelque chose qu'on a vu dans beaucoup de films récents, même si en soi c'est pas nouveau non plus, le pic du gender swapping ayant surtout été atteint dans la deuxième moitié des années 2010 avec des films comme le SOS Fantôme de 2016 ou encore Ocean's 8 en 2018, même s'il y a aujourd'hui surtout pas mal d'exemples de changements d'ethnie qui ont beaucoup fait parler, que ce soit avec la petite sirène ou Blanche-Neige qui reste à venir. Leven cite également le dernier Indiana Jones, mais celui-là est encore à part, dans le sens où le Indy qu'on connaît est toujours là, mais qu'il est seulement accompagné par une femme. Typiquement, en ne changeant que ces éléments-là, les studios avouent ne vouloir que redonner artificiellement vie à leur vieille franchise en se servant de ces modifications comme élément marketing, alors qu'ils n'en ont rien à foutre de l'inclusivité. C'est pourtant quelque chose qui peut s'avérer très intéressant, mais lorsque c'est bien construit, comme avec par exemple Miles Morales qui n'est pas juste un Peter Parker noir, mais bien un personnage à part entière avec ses propres thèmes et ses propres problématiques. Tout ça c'est pas une question de couleur, mais bien une affaire de culture et d'identité, là où il n'y a aucun sens à juste changer l'ethnie ou le genre d'un personnage sans rien changer d'autre, typiquement en prenant Cartman et en faisant une femme noire. Donc en soi ce que dit l'épisode c'est que la diversité c'est bien, mais en revanche juste faire du race ou gender swapping comme c'est plus généralement le cas, c'est tout simplement paresseux. Donc évidemment cet event se moque de toutes ces pratiques, mais c'est clairement plus particulièrement Disney qui en prend pour son grade. Je veux dire, rien qu'avec le logo du début qui parodie le logo qu'utilisaient les films Disney entre 85 et 2006, on pouvait déjà s'attendre à ce que South Park en mette une couche sur la firme à grandes oreilles. Après pour le coup, leur approche change de d'habitude puisque Mickey n'est pas utilisé pour représenter l'Empire Disney, même s'il est toujours visible sur le mur. Non, ici c'est plutôt Kathleen Kennedy et Bob Iger qui représentent le studio de cinéma et leurs films plus spécifiquement. Par contre dans l'univers de la série, Kathleen Kennedy est montrée comme ayant beaucoup plus de pouvoir que dans la réalité, où elle est productrice et directrice de Lucasfilm, mais pas non plus le big boss de Disney. Elle est donc surtout là pour représenter cette tendance à l'inclusivité dans les films Disney, Kennedy étant très régulièrement utilisée en ligne comme étant la responsable de tout ça. Et même si elle est d'abord montrée comme la grande méchante qui transforme tout ce qu'elle touche en wokerie fade et gay, notamment dans la tête de Cartman, et bah il se trouve que la vraie Kathleen Kennedy est finalement montrée assez positivement. C'est ici une exécutive d'Hollywood qui essaye d'avoir un impact positif sur la société, mais qui par manque de créativité et poussée par ses haters, finit par recourir à la solution de facilité pour régler en surface tous ses problèmes, la Panderstone. Il devient donc très vite clair que comme c'est encore une fois habituel dans la série, cet event décide de montrer que dans un problème comme celui-ci, les extrêmes des deux camps ont tout aussi tort l'un que l'autre. South Park ne laisse donc encore une fois personne en dehors de leurs critiques, moquant autant l'inclusivité forcée que les youtubeurs et autres influenceurs qui n'ont de cesse de crier sur tous les toits que les woke sont en train de détruire la société. J'ai d'ailleurs l'impression que beaucoup de gens sur YouTube retiennent seulement la façon dont Disney se fait détruire, sans prendre en compte le fait que Cartman finit clairement par dire que s'insurger en permanence sur les woke est paresseux et contre-productif. Mais bon, ici je trouve quand même cette conclusion un peu facile. Le coup du tout le monde a tort est pour moi une façon un peu trop simpliste de résoudre ce problème qui est finalement plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Par exemple, tout est ici mis sur le dos des exécutifs d'Hollywood, oubliant que ceux qui prennent la majorité des lettres d'insultes, ce sont plutôt les acteurs et actrices la plupart du temps. Bon, bien sûr, le message c'est que la radicalité amène toujours à de mauvaises choses, peu importe le côté, mais je pense quand même que tout se termine de manière un peu trop simpliste. D'ailleurs oui, pour terminer, parlons de la fin. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que tout semble assez rushé. L'intrigue de Randy, à la limite, ça va, mais pour ce qui est du Panderverse, je peux pas m'empêcher de penser que c'est trop bâclé et qu'il aurait bien fallu au moins 5 ou 10 bonnes minutes supplémentaires pour arriver à un tout beaucoup plus digeste et cohérent. Parce que là, par exemple, même si Cartman Kennedy est très drôle dans son absurdité, elle ne fait finalement rien de spécial de tout l'event, se contentant à la fin de juste rentrer chez elle par un portail random sans qu'il n'y ait jamais eu la moindre opposition avec elle. Elle est bien sûr faite pour se moquer de l'image absurde qu'a Kathleen Kennedy sur internet, mais à part sa catchphrase, il y a finalement rien de spécial à retenir d'elle. Puis au final, l'univers de 116B, on le voit que très rapidement, et même si d'un côté je comprends que c'était pas nécessaire d'en montrer beaucoup plus, bah j'ai comme l'impression qu'on passe à côté d'un vrai potentiel. Je sais que Kyle dit bien que les multivers sont sympas mais pas plus d'un film, et donc je comprends que Parker et Stone n'avaient pas envie de s'attarder sur ce concept, mais là il y aurait vraiment eu moyen d'amener à une conclusion plus fluide, sans pour autant partir dans un délire d'exploration d'univers parallèles comme ce que les scénaristes ont l'air d'essayer à tout prix d'éviter. Donc bon, c'est pas une mauvaise
fin, mais ça laisse quand même un goût amer. Maintenant pour ce qui est de la suite, on est finalement un peu dans le flou. On était habitué à avoir des events en 2 parties, donc le fait que celui-là se suffise à lui-même vient un peu nous surprendre, mais le fait est que le contrat de 2 téléfilms par an est toujours d'actualité. On devrait donc bien avoir un nouveau téléfilm sur un autre sujet d'ici la fin de l'année. Après Stewart semble d'ailleurs avoir déjà commencé à le teaser sur Twitter, mais on ne peut qu'attendre pour voir ce que ça va être. En ce qui concerne la VF de Joining the Panderverse, on n'a pas encore de date, mais vu le trailer qui est sorti, ça risque d'arriver plus tôt que d'habitude. Maintenant que Paramount Plus est arrivé en France, ça va peut-être être l'occasion d'avoir une VF pour les téléfilms rapidement après leur sortie. Et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle. Ah oui, puis j'ai failli oublier, mais bon, de toute façon ça surprend plus personne, Jason est encore et toujours visible en arrière-plan, alors que je le rappelle, il est mort dans la saison 23, hein, bon ouais. Décidément, il porte vraiment bien son nom. Pour conclure, même si ce n'est pas le meilleur event, Joining the Panderverse reste un très bon épisode. J'ai l'impression de m'être plus concentré sur le négatif dans cette vidéo, mais en vrai j'ai passé un très bon moment devant, c'est juste que je suis forcément plus exigeant avec ce que j'aime. L'épisode a beaucoup de moments très drôles, et tout ce qui tourne globalement autour des personnages de l'univers de 116B était particulièrement agréable à voir, et même si l'intrigue de Randy était pas toujours au top au niveau du rythme, c'était toujours très intéressant. C'est un event qui s'avère finalement être moins ambitieux que les précédents, mais son côté un peu trop fouillis fait qu'il nous laisse une grosse impression de rush, notamment sur la fin. C'est donc un gros bordel pas toujours très bien géré, mais la satire est efficace et c'est pas pour ça qu'on rigole pas. Maintenant, il reste plus qu'à savoir ce qu'on aura pour le prochain event, et pour ça, on devrait avoir des news dans très peu de temps. Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, donner votre avis en commentaire, mais là, pour cette fois, j'ai carrément envie de faire un live, histoire qu'on puisse discuter un peu de ce téléfilm tous ensemble. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour ce live qui sera directement sur YouTube, et je vous tiendrai informé de la date sur Twitter et Discord. Enfin bref, moi je repars sur la préparation d'un nouveau concept qui devrait vous plaire, et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut!